le Mac Culture. Anne Lépine. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Mac Culture consacré cette semaine à la littérature, ou plus justement aux littératures au pluriel, à l'occasion du festival Atlantide qui se tient du 6 au 9 mars à Nantes. Alors pour cette 13e édition, ce sont pas moins de 57 auteurs et autrices de 25 nationalités différentes qui vont dresser un état du monde avec leurs mots à eux. Pour nous présenter cette édition 2025 d'Atlantide, je reçois en plateau donc Fleur Richard, qui est co-coordinatrice du festival, avec qui nous allons parler évidemment de la programmation et de l'organisation de ces 4 jours. Mais nous avons également la chance d'avoir au téléphone Guillaume Marie, qui lui est un auteur qui va participer le 8 mars prochain à une table ronde intitulée Road Trip, à l'occasion de la parution de son dernier livre « Je vais entrer dans un pays » qui retrace la vie de Benoît Labre. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Voilà, alors cette 13e édition d'Atlantide, on va dire qu'elle démarre peut-être dans un contexte un petit peu particulier, parce que tout le monde a évidemment en tête l'arrestation de Boualem Sansal, donc qui évidemment rend très palpable le pouvoir de la littérature. Est-ce qu'on peut dire finalement, Fleur Richard, qu'on a une grande chance à Nantes de pouvoir échanger librement comme ça à Nantes et de faire se rencontrer autant d'auteurs de tous les pays avec des idées aussi différentes? Ben oui, on a une grande chance à Nantes et en France en général. On y pense assez régulièrement depuis qu'on a commencé la préparation du festival, puisque Boualem Sansal est venu à Atlantide. Je n'ai plus la date en tête, mais c'était entre 2015 ou 2016, je ne sais plus exactement. En tout cas, on avait été très heureux à l'époque de l'accueillir, et on est toujours très heureux et très heureuse d'accueillir des auteurs et des autrices de tous les pays. Et effectivement, cette arrestation met le doigt sur le fait que les auteurs et les autrices sont une voix qui peut dire des choses qui vont au-delà de la fiction, en tout cas vraiment résonner avec la société. De votre côté, Guillaume Marie, est-ce que vous êtes déjà posé la question, ou est-ce qu'il y a eu par exemple des sujets que vous n'avez pas osé aborder par peur? Eh bien, d'un point de vue social et politique, non, jamais. En revanche, c'est vrai que la peur que j'ai pu avoir, c'est vis-à-vis de mes parents. Parce que parfois, quand on écrit vraiment ce qui est au plus profond de nous-mêmes, ou alors on partage certaines expériences. Et c'est vrai qu'un de mes premiers romans qui s'appelle Des Boiteurs du Château, dont une partie se déroule à Nantes d'ailleurs, je l'ai censuré pour mes parents parce que j'avais pas envie qu'ils le lisent. Donc j'ai fait une version différente de ce livre, et je l'ai renvoyé toutes les semaines en feuilleton, avec soit un peu réécrit, soit avec des passages coupés, et spécialement pour eux. Donc ils n'ont jamais lu ce livre. En fait, là, c'était presque de l'autocensure. Voilà, c'est ça, exactement. C'est vraiment une autocensure pour le ménager, pour me ménager, parce que voilà, ça me sentait, j'étais un peu mal à l'aise, on va dire. Alors, s'il y a bien une personne qui était libre, c'était bien Benoît Labre. Vous en dressez un portrait dans votre dernier récit, Je vais entrer dans un pays. Alors, je précise peut-être un portrait, car c'est pas forcément l'homme que la croyance populaire a fini par créer, dont vous parlez. Moi, dans la revue Études, en tout cas, j'ai lu que la revue Études avait écrit à propos de votre livre: il faudrait demander à Guillaume Marie de rendre à notre vue tous les saints héroïsés que nous avons perdus sous leur image. Alors, pourquoi est-ce que, justement, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire sur Benoît Labre? D'ailleurs, c'est vrai que cet article m'avait vraiment touché, et c'est une lourde mission qu'il me donne et que je n'accomplirai sans doute pas. Mais, en tout cas, je ne vous le demande pas aujourd'hui. Non, c'était à l'occasion, presque d'une rencontre, parce que j'étais à Rome en 2021, quand je suis tombé un peu par hasard sur l'église où il est enterré, donc Benoît-Joseph Labre, que je connaissais comme ça un peu de nom. Et en discutant un peu avec les gens sur place, j'ai visité la maison qui est devenue un sanctuaire, la maison où il est mort, qui est une ancienne maison de boucher, à côté du Colisée, vraiment quasiment dans le centre de Rome. Et c'est pas un lieu qui est ouvert comme ça au grand public, il faut un peu prendre un rendez-vous, etc., qui est tenu par des gens qui s'occupent un peu de la mémoire de Benoît Labre. Et une fois que j'étais dans ce lieu, ça a été un peu un choc esthétique d'abord, parce que c'est un lieu très beau. L'ancienne maison du boucher est devenue un hôtel
on voit le masque de cire mortuaire de Benoît Labre, on voit ses vêtements, et j'ai pu discuter avec les dames. Et en fait, je parle de rencontre, parce que je parle pas d'un point de vue religieux ou spirituel même, mais vraiment presque physique, parce que j'ai l'impression d'avoir passé 2 heures avec lui, et tout de suite quelque chose s'est passé de l'ordre de la littérature, dans le sens où vraiment le soir même, j'ai commencé à écrire le livre. Et vous disiez quelque chose, et qu'est-ce qu'il vous disait alors? Vous parler d'une rencontre? En fait, ce qui m'a tout de suite touché, vraiment touché, ému, voire on peut aller jusque-là avec Benoît Labre, ce que j'en ai appris, c'est la difficulté de trouver une bonne distance dans le monde, une bonne distance avec le monde. C'est quelqu'un qui est tout le temps dans une sorte d'aller-retour entre le monde et son intériorité. Et c'est quelque chose, je pense, que tous les humains connaissent, la difficulté de trouver la bonne distance, on va dire. Et lui, c'est quelque chose qui, à la fois l'a torturé, l'a beaucoup questionné, et à la fois, c'est quelque chose qui l'a poussé à marcher, à cheminer, vraiment au sens propre, puisque c'est quelqu'un qui a une particularité, c'est qu'il voulait être moine, il n'a jamais réussi à entrer dans un monastère, et il a passé sa vie dehors, à marcher sur les chemins. Je pense que s'il n'avait pas un peu ces tiraillements, cette difficulté de trouver la bonne distance, etc., entre lui et le monde, mais aussi entre le ciel, on va dire, et la terre, en quelque sorte, s'il n'avait pas eu ce tiraillement, il ne serait pas allé sur les routes dans ce chemin vraiment singulier, quoi. Singulier en tant qu'humain, parce que bien sûr, c'est quelqu'un qui a été sanctifié, mais moi, ce qui m'intéressait, béatifié, canonisé, pardon, c'est ça le terme que je cherchais, mais ce qui m'intéressait, c'était lui en tant qu'être humain. C'est-à-dire, oui, d'ailleurs, vous dites pas Saint Benoît Labre, vous dites Benoît Labre. En fait, sa canonisation m'intéresse peu parce que c'est quelque chose qui a été plaqué sur lui, en effet, un siècle après sa mort, pour des raisons, moi, enfin, pourquoi pas, d'ailleurs, mais moi, c'est pas ça qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment sa démarche très singulière, à la fois le mélange entre la douleur de ne pas réussir à être au monde, et à la fois la sorte d'exaltation qui sentait dans cette posture, on va dire, déséquilibrée, cette posture pas facile, quoi. Et donc, c'est cette tension qui m'intéressait et qui, à mon avis, nous intéresse tous, quoi, parce que c'est quelque chose qui nous touche, je pense, tous, cette difficulté. Vous allez participer dans le cadre d'Atlantique à une rencontre qui est intitulée Road Trip. Alors vous allez échanger avec donc 2 autres auteurs, une autrice, Claire Fercac, et Dimitri Rouchambori. Est-ce que vous les connaissez et comment est-ce que vous allez aborder justement cette notion de road trip? Parce qu'à vous entendre, c'est presque plus un voyage intérieur qu'il aura vécu, en tout cas que vous mettez en exergue dans votre livre de Benoît Labre. Alors, j'ai pas encore lu les livres des écrivains qui seront avec moi, mais j'ai vraiment envie de le faire. Et je pense qu'effectivement, il a une singularité, c'est que c'est pas quelqu'un qui... je vais presque dire, c'est pas quelqu'un qui a choisi de marcher. C'est comme si quelqu'un qui n'avait pas d'autre choix que de passer sa vie à marcher. Et je pose même l'hypothèse que quand, à la fin de sa vie, très épuisé, c'est-à-dire vraiment à la fin de sa vie, il est mort à 35 ans, donc il était déjà encore très jeune, quand à la fin de sa vie, il était à Rome et qu'il ne bougeait quasiment plus, je pose l'hypothèse qu'il marchait quand même dans sa tête. Parce que finalement, marcher, c'était une façon pour lui de respirer, de prier, de chanter, d'interagir avec le monde et même de réfléchir. Et donc, c'est l'autre aspect qui pourrait se rapprocher d'un road trip, c'est quand même une marche pour s'éloigner de sa famille. Et ça aussi, je trouve ça très touchant et peut-être un peu douloureux. C'est quelqu'un qui a choisi de quitter sa famille très, très jeune et de jamais y revenir. Et donc ça m'appelle aussi des grandes figures, comme des héros de Into the Wild, par exemple, le roman de Jon Krakauer, qui a aussi choisi cette rupture, on va dire, avec la société. Donc il y a quand même, je pense qu'on va parler, j'imagine, de tout ça avec un titre comme Road Trip.
Ouais, et puis on sait en tout cas à Nantes, il y a toute la fécondité de son œuvre, puisqu'il y a une association à Nantes qui s'appelle effectivement Saint-Benoît-l'Arbre. Une petite dernière question avant de vous libérer pour que vous repartiez travailler, parce que gentiment vous avez interrompu votre travail. C'est la première fois que vous participez à Atlantide ? C'est la première fois. Et justement, et participer à un festival de littérature, c'est important pour vous à la fois effectivement de pouvoir échanger avec d'autres auteurs, mais également de rencontrer soit vos lecteurs ou peut-être un nouveau public. Écoutez, déjà ce qui est important, c'est je suis touché parce que c'est Nantes et que j'ai vécu à Nantes pendant longtemps, pendant 8 ans, et c'est une ville que j'ai beaucoup aimée. Donc ça me touche beaucoup. Ensuite, c'est effrayant. C'est toujours. Les écrivains sont comme des choses un peu timides. Donc, c'est effrayant parce que je sais que c'est un festival avec beaucoup de monde, beaucoup. Mais bon, en fait, il y a un enthousiasme, il y a une une euphorie, peut-être pas jusque-là, mais pourquoi pas, qui fait que les gens discutent entre eux, que l'échange est possible. Et justement, de pousser un peu sa timidité en tant qu'écrivain, et de rencontrer des super auteurs, des super personnes qui nous accueillent et des lecteurs, bien sûr, c'est précieux. C'est toujours précieux. Bon, en tout cas, merci beaucoup, donc, Guillaume Marie, d'avoir interrompu votre travail, comme je le disais. Donc, on vous retrouve, je le précise bien pour les auditeurs, c'est le 8 mars à 15h au lieu unique. Et donc, à très vite à Nantes, alors. Et belle journée. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir et merci. Et au plaisir dans 15 jours, Guillaume. Au plaisir. Fleur Richard, au Festival à Atlantide, il n'y a pas de thème annuel. Il n'y a pas chaque année un thème qui est décliné. C'est vraiment des rencontres, enfin en tout cas des rencontres d'auteurs qui abordent de multiples sujets, aussi bien sociétaux, politiques, historiques, sociologiques. Alors par exemple, je vais donner quelques titres des rencontres pour donner un exemple de la diversité des questions qui sont posées. Par exemple, du danger de désobéir, Brûler jeunesse, Fables politiques, Quand l'amour affole l'ordre social, Micro-monde. Enfin, là, il y a plus de 90 rendez-vous pendant ces 4 jours. Comment se fait la programmation ? Comment vous choisissez les auteurs ? Est-ce qu'il faut qu'ils aient sorti un livre récemment ? Parce qu'il y a une telle multitude. Alors oui, c'est assez difficile de faire un choix. On est plusieurs déjà, et il y a donc avant tout Alain Mabancou, notre directeur artistique et littéraire, et puis un comité littéraire qui est constitué de personnes de la Cité des Congrès, de personnes du lieu unique. Donc voilà, on est plusieurs. Ça, c'est la clé du choix. Après, on assume aussi un choix subjectif, puisqu'on invite une petite soixantaine d'auteurs et d'autrices sur une rentrée littéraire où il y a 600 romans, et encore, on ne se limite pas à la rentrée littéraire, puisque parmi les éléments qui guident notre choix, il y a évidemment la notion d'actualité, donc des auteurs qui ont sorti des livres récemment, mais pas que, puisqu'on s'intéresse également à toute l'œuvre des personnes, et que parfois on en invite qui viennent d'un peu partout dans le monde, et on a envie qu'ils parlent de tout leur travail, toutes leurs œuvres. Donc on essaye de mixer des personnes qui ont sorti des livres récemment, d'autres pas récemment, mais qui ont un certain nombre de romans, d'ouvrages à leur actif. On essaye aussi de faire la part belle à tout type de maisons d'édition, donc les grosses maisons et puis les maisons indépendantes, d'avoir une parité homme-femme, et puis de représenter l'ensemble du monde, de tous les continents à minima. Alors évidemment, 55 auteurs, c'est pas facile d'avoir tout le monde entier, mais on essaye de faire en sorte d'être le plus représentatif possible de la diversité géographique. Et de la diversité aussi d'écriture, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais Guillaume Marie, par exemple, il écrit aussi de la poésie. L'an dernier, on avait reçu un poète. Donc, il n'y a pas que du roman ou du livre historique. Non, il n'y a pas que du roman, du livre historique encore moins, mais il y a aussi de la poésie, du roman graphique, de l'essai, et puis des formes plus expérimentales. Il y a aussi des personnes qui écrivent sur Internet. L'année dernière, on a eu une poétesse qui s'était fait connaître sur les réseaux sociaux. Il y a des personnes qui écrivent des chansons. Cette année, on a Victor Laszlo, qui est également compositrice pas de musique, mais de paroles de chansons. Donc oui, il y a une variété aussi de formes littéraires, de formes d'expression
qu'on essaye de représenter également. L'objectif aussi d'Atlantide, parce que Atlantide, ce n'est pas un salon, hein, c'est un festival. Donc l'idée, c'est, et on l'a entendu tout à l'heure avec Guillaume Marie qui va participer à une rencontre où ils seront 3, c'est aussi de faire échanger les auteurs entre eux. Alors oui, en fait, ça, c'est la deuxième étape par rapport à la programmation. On sélectionne une 50aine de personnes qu'on invite. Une fois qu'on a les accords de tous et toutes, eh bien, on regarde les points communs thématiques entre les œuvres. Et en fait, ça, c'est vraiment la matière littéraire, c'est la littérature qui nous oriente vers les thèmes des tables rondes. Et en fait, on constate chaque année que dans notre sélection, il y a toujours des points communs, il y a toujours des auteurs et des autrices dont on imagine qu'ils auront des choses à croiser. Comme on a vu avec Guillaume Marie la notion de route, eh bien les deux auteurs, l'autrice et l'auteur avec qui il va s'entretenir, ont aussi un livre dans lequel la route est centrale et dans lequel la progression des personnages, la progression des réflexions, des quêtes se fait sur la route. Mais ce qui est amusant, Fleur Richard, c'est qu'on se rend compte aussi qu'il y a des auteurs, pour un même livre, ils peuvent intervenir sur différentes rencontres. Donc, ce qui veut dire qu'il peut y avoir des sujets croisés dans le même livre. Ah bah bien sûr, en fait, il y a beaucoup de choix qui sont faits arbitrairement. On sait très bien, par exemple, la route, il y en a aussi d'autres qui en parlent. C'est pas les 3 seuls. Et malheureusement, on doit enlever des auteurs et des autrices qu'on aurait envie de rajouter à des thématiques. Mais il faut que chacun puisse avoir la parole. Et c'est vrai que les tables rondes, si on met plus de 3 personnes autour de la table, eh bien, on les entendra pas réellement. Donc, on se limite aussi, hein, bien sûr. Mais il y a plein d'auteurs et plein d'autrices qui ne participent pas à certaines tables rondes alors que leurs livres parlent du sujet. Et puis parfois, ils parlent aussi d'anciens livres. Donc en fait, c'est infini. Les points communs entre la création littéraire, c'est ça qui est génial dans ce festival. C'est qu'en fait, il y a naturellement qu'on prend 50 auteurs et autrices du monde entier et forcément, il y a des points communs, forcément, il y a des choses à échanger. Et même s'ils ne disent pas la même chose du même sujet, le sujet est important. Les thèmes sont universels. Parmi les 90 rencontres programmées, il y a évidemment traditionnellement 2 temps forts qui sont très attendus. Alors, la leçon inaugurale et puis la soirée contre la censure. Cette année, la leçon inaugurale est confiée à Nancy Houston qui a intitulé son intervention armes lourdes, plumes légères. Et elle écrit dans le texte de présentation qu'il y a dans le programme, elle écrit en tant qu'écrivaine, aussi clinquante que soit notre notoriété, notre efficacité politique est le plus souvent nulle. J'avoue que j'étais un petit peu surprise quand j'ai lu ça. Je me disais, vous démarrez sur 4 jours où vous interrogez justement sur le pouvoir de la littérature et elle dit en ouverture, finalement il est nul. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Fleur Richard? J'oscille entre les deux. Nous, en tant qu'organisateurs, on espère que le pouvoir de la littérature est loin d'être nul. Au fond, on croit que si on entend ces voix littéraires, ça fera évoluer les choses, ça fera évoluer la société par le biais de réflexion. Après, c'est vrai que l'efficacité politique directe, je ne sais pas. En tout cas, on se rend bien compte que ça dérange quand même certains. Autre temps fort, qui est peut-être aussi une des signatures d'Atlantide, c'est la soirée contre la censure. Elle est dédiée cette année à, en tout cas, les 2 autrices qui vont intervenir, c'est Shalal, comment on prononce Shala, oui c'est ça, oui. Shafik et Somaya Ramish. Alors, ce sont 2 femmes qui ont fui les régimes dictatoriaux d'Iran et d'Afghanistan à cause de leur écrit. C'est elles qui viennent lire leur propre texte et dans la langue originale. Qu'est-ce que ça apporte justement le fait que ce soit elles et dans la langue originale? Eh bien, vous faites bien d'en parler. En fait, la soirée contre la censure, elle a un petit peu évolué au fil du temps dans Atlantide. Et là, c'est la 2e année qu'on adopte cette formule avec des personnes vivantes et présentes. Habituellement, on dédiait la soirée à quelqu'un. Alors, ça pouvait être un auteur ou une autrice décédée ou emprisonnée. En tout cas, la personne était rarement présente, voire jamais. Et l'année dernière, nous avions dédié cette soirée à Pinar Selek, qui était présente. Et on s'est rendu compte quand même que c'était vraiment important que les personnes qui ont subi la censure puissent venir en témoigner par elles-mêmes. Parce qu'elles peuvent répondre aux questions du public, elles peuvent rebondir sur ce que la salle va renvoyer. Ça incarne vraiment de façon très concrète la notion de censure. C'est-à-dire qu'on a vraiment des personnes qui sont là, qui lisent leurs textes et qui peuvent raconter aussi, parce qu'il y a une partie interview,
organisé par le Pen Club, où les deux autrices vont s'entretenir ensemble sur justement quels a été les effets de la censure sur leur travail, sur leur vie personnelle, comment elles se sont quand même, justement un peu comme ce que racontait Guillaume Marie par rapport à Benoît Labre, comment elles ont eu en elles une telle foi qu'elles ont décidé de ne pas abandonner, de continuer à écrire et de ne pas dévier de leur route justement d'autrice. Et ça aussi, c'est un des objectifs de cette soirée, c'est au-delà des pouvoirs de la littérature sur le monde extérieur, c'est qu'est-ce qui habite les auteurs et les autrices, qu'est-ce qui fait qu'ils arrivent quand même à créer dans des conditions aussi difficiles que la censure, où leur vie est parfois en jeu, quoi. Ouais, en fait, vous mettez vraiment de l'humain derrière les livres. Exactement. Justement, on comprend bien que tous ces auteurs ou ces autrices, ils prennent des risques par leur écrit. On parle un petit peu moins déjà des éditeurs qui prennent aussi le risque de les éditer. Et vous, en tant que festival, est-ce que vous avez l'impression, justement, en programmant ces auteurs-là, de prendre des risques ? Pas pour le moment, tant que la France est ce qu'elle est. Non, justement, on se positionne comme un pays d'accueil, un pays de la liberté d'expression, un pays où on peut parler de ces sujets-là. Le Festival Atlantide, donc on s'en rend compte plus ou moins, enfin là, parce que y a tellement de rencontres, donc c'est véritablement un festival tout public, et vous faites une attention particulière pour le jeune lectorat. Alors notamment, le jeudi 6 mars à 18h30, vous proposez une lecture illustrée à partir de 6 ans. Alors c'est quoi une lecture illustrée ? Alors, c'est de demander à quelqu'un, un auteur ou une autrice qui a écrit un album jeunesse, donc avec des dessins et du texte, de venir mettre en voix cet album. Donc là, il s'agit de Adèle Verlinden, elle est nantaise, et elle a demandé à Marie Bonifay, qui est accordéoniste, de venir pour dire le texte et composer un rythme musical, une bande-son en fait sur l'album, pour qu'elle puisse dessiner en direct et donc raconter de manière vivante aux enfants, parce que c'est vrai que les enfants de cet âge, ils ont moins la maturité et l'habitude de venir assister à des rencontres d'auteurs, ce que d'autres enfants un petit peu plus âgés font assez aisément pour la journée scolaire, notamment qui est organisée avec la ville de Nantes et la bibliothèque municipale. Dans le cadre du prix Bermond-Bouquet, eux, ils rencontrent des auteurs et des autrices. Et c'est vrai que les plus petits, ils n'avaient rien, donc on leur a proposé ça, qui est adapté à là où ils en sont en tant que lecteurs. À leur attention. Le Festival Atlantide, évidemment, il y a des têtes d'affiche. Alors, cette année, j'ai envie de citer Miguel Bonnefoy, Édouard Louis, enfin, il y en a un certain nombre. Mais c'est également l'occasion de découvrir de nouvelles voix. Dans toutes celles qu'il va y avoir cette année, alors peut-être question difficile pour une des programmatrices, mais si vous aviez une personne que vous auriez envie de mettre en avant, Fleur Richard. Alors... Je voudrais bien mettre en avant deux pour qu'on se rende mieux compte de la diversité du festival. J'aurais envie de parler de Chen Haddad, qui est une jeune autrice française et qui a écrit là son dernier ouvrage Aimé Gilles sur un triangle amoureux au XXIe siècle, donc avec les atermoiements de la jeunesse d'aujourd'hui. Et la façon d'écrire aussi, une écriture très imagée et qui laisse beaucoup de place à l'imaginaire. Et puis Sang-Yoon Park, un jeune auteur coréen qui est très connu dans son pays. En Corée, c'est un best-seller. Le livre qu'il a écrit, S'aimer dans la grande ville. Nous, en France, il est un peu connu, mais pas tant que ça. Et lui, il raconte la vie d'un jeune millénial dans le Séoul d'aujourd'hui qui doit concilier ses envies de carrière professionnelle et sa vie amoureuse. C'est un jeune homme gay et donc sa sexualité et ses amours sont pas aussi libres que ça pourrait l'être dans d'autres pays. Donc il doit à la fois garder une façade sociale qui lui permette de progresser dans sa carrière et rencontrer l'homme qui fera vibrer son cœur et durablement. Donc là, ça c'était pour les auteurs. Et autre question peut-être difficile, parce que évidemment le temps court, mais sur ces 90 rendez-vous, lequel vous n'avez pas envie de manquer ? Alors là, aucun. Mais je vais quand même parler d'un dont on n'a pas parlé depuis le début. C'est la lecture de clôture avec Rokhaya Diallo, qui lira un texte d'Adeline Dieudonné. Donc Rokhaya Diallo, c'est une essayiste et militante
des droits universels, et notamment pour les personnes noires. Et elle lira un texte d'Adeline Dieudonné, qui est un texte assez puissant et très plein d'une énergie. En fait, c'est un texte de son roman La vraie vie, qui l'a fait connaître du grand public, et qui est une jeune fille qui vit dans une famille très dysfonctionnelle et qui au-delà de supporter les violences qui sous-tendent la vie de famille, protège également beaucoup son petit frère. Donc c'est vraiment un personnage féminin qui est très riche et très puissant, en fait, qui conviendra parfaitement à la voix de Rokhaya Diallo. Voilà, donc vous avez compris, 90 rendez-vous sur 4 jours. Malheureusement, nous, on n'a que 28 minutes. Juste pour préciser, donc, les rencontres se déroulent principalement au lieu unique, mais pas que. Il y en a également dans une vingtaine de lieux dans toute la ville, des librairies, médiathèques, maisons de quartier, mais aussi dans le service pédiatrie de CHU de Nantes, à la maison d'arrêt, à la maison de retraite La Chézalière. Donc vraiment là, Nantes va résonner pendant 4 jours des mots du monde, comme vous l'expliquiez avant. Nouveauté cette année, un nouveau petit logo tout à fait charmant, tout à fait mignon. Comme ça, vous allez le découvrir sur les affiches. Alors, merci beaucoup, Fleur Richard, pour cette présentation un peu rapide, mais bon, qui donne quand même très envie d'aller voir ce festival Atlantide. Donc, je rappelle, un festival qui se déroule du 6 au 9 mars, principalement au lieu unique. Vous pouvez... donc, les entrées sont libres. Oui, c'est important de dire. Voilà, c'est gratuite et gratuite dans la limite des places disponibles. Et moi, j'ai quand même envie de laisser le mot de la fin à Alain Mabankou, le directeur artistique, qui écrit: en nous accordant leur confiance, nos auteurs, autrices invités réaffirment la nécessité de placer la rencontre au cœur de leurs préoccupations. Et nous espérons que cette édition illustrera une fois de plus que Nantes est la capitale française de l'optimisme culturel. Bon festival à toutes et à tous et belle semaine. Au revoir. Au revoir.